Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel exemplaire de webinaire de Simco Consulting, le premier de la saison, alors qu'on est déjà au mois de mai. Un contenu riche aujourd'hui puisque nous allons parler automatisation de stockage et de préparation de commandes, qui est un enjeu fort de nos exploitations logistiques. Euh, on commencera par une présentation de Simco Consulting pour les nouveaux qui nous rejoignent dans nos cycles de webinaires. Mais je vous propose dans un premier temps d'attendre que tout le monde puisse se connecter. Voilà, encore 30 petites secondes et on va pouvoir démarrer bientôt. Voilà, je vous propose de commencer. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro donc de webinaire de Simco Consulting. Pardon pour vous autres qui étiez inscrits la semaine dernière. Du fait d'une défaillance, on a été contraint de reporter à cette semaine. Si vous n'avez pas pu vous connecter ce matin pour un agenda bien chargé, rassurez-vous, vous recevrez le lien donc de téléchargement et de visualisation à la fois donc de la vidéo et à la fois donc pour pouvoir télécharger le support qui va nous servir sur cette petite heure qu'on va passer ensemble. Comme d'habitude, je vous propose de consacrer le dernier quart d'heure du webinaire à vos questions. N'hésitez pas à utiliser l'outil de chat pour poser vos questions au fil de l'eau, de manière à ce qu'on puisse les récupérer sur la fin de la session. Et comme d'habitude, on va commencer par une présentation de Simco. Simco, qui est donc un spécialiste en termes de conseils et aussi, et c'est nouveau, de formation, puisque nous sommes certifiés Calliope depuis mars 2022, donc dans les domaines de la formation en logistique et en supply chain. On se focalise beaucoup sur toute la partie intralogistique des entrepôts, manuel, automatisation, sur des notions d'études de faisabilité, sur la simulation de flux, qui est un très bel outil qui nous permet d'évaluer avant de faire et avant de réaliser. Nous supportons les chargeurs sur les projets d'externalisation 3PL et les 3PL sur les réponses aux appels d'offres chargeurs. Et puis, donc, je vous en parlais, donc, nous avons donc un catalogue de formations que l'on peut vous transmettre sur demande. Et on peut également, comme nous le faisons beaucoup, travailler sur des formations personnalisées qui vont répondre spécifiquement à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs. Le plus simple, c'est peut-être de regarder
Et voilà, c'est pour viser ensemble le best in class logistique que nous organisons donc ces séries de webinaires. Vous avez ici un extrait de nos 600 clients. On peut constater qu'on travaille avec toute taille d'entreprise et tout secteur d'activité. L'intérêt pour nous et pour vous étant aussi de pouvoir vous amener des technologies, des pratiques, des process et de casser un peu ces cloisons sectorielles, quand bien même chaque secteur a à ces fonctionnalités. Et, on peut quand même apporter des solutions mixtes et déployer des solutions, donc, quel que soit le secteur. Alors, le programme qui nous intéresse aujourd'hui, l'automatisation donc, du stockage et de la préparation de commandes. On va commencer par un petit contexte, hein, comme on le fait d'habitude, sur les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ou on envisage d'aller chercher l'automatisation aujourd'hui? Un focus sur les technologies disponibles donc de l'automatisation. Et puis évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher d'un cabinet et plus particulièrement de Simco Consulting et de ses équipes en France, en Italie, pour vous accompagner dans vos projets de manière à pouvoir gagner du temps et gagner de la fiabilité sur vos projets. Dans le contexte, quelques slides qu'on peut retrouver quand on cherche quelques mots-clés sur Internet. Le e-commerce encore, et toujours le e-commerce, hein, qui est l'essence de nombre de nos clients aujourd'hui qui viennent parce qu'ils ont une croissance, parce qu'ils développent du e-commerce et parce que on ne travaille pas dans un entrepôt de la même manière quand on prépare pour un distributeur, un grossiste en B2B avec un client final en B2C. Et donc, le e-commerce progresse encore et le e-commerce concerne de plus en plus de secteurs et le secteur commence également à évoluer, à monter peut-être un peu plus en maturité, mais à changer aussi je veux dire de paradigme et faire une évolution et tendre beaucoup plus vers du dropshipping, vers de la livraison directe que par des regroupements en plateforme. Et donc, ce qui impacte aujourd'hui fortement de nombreuses activités. Le marché logistique, on le voit, est toujours à la hausse. Alors, comparé 2022 à 2021, peut-être un peu délicat, mais en tout cas, on a toujours cette tendance à la hausse, aussi bien sur l'investissement que sur le marché locatif en termes de logistique. Une très belle enquête de GLL l'a mis en évidence. Et malgré tout, l'ADEME et l'État en général, les collectivités attirent notre attention parce qu'on commence à avoir une pénurie de terrain, parce qu'il faut respecter l'artificialisation des sols. Et donc, on va nous emmener également petit à petit, même si on voit encore des gros bâtiments s'installer à droite, à gauche, au nord, au sud, dans nos contrées, donc des grosses bâtisses logistiques qui commencent à être multi-étages pour diminuer l'emprise au sol. On commence à voir des projets arriver sur des évolutions, sur des reprises de friches. Et donc, il faut savoir s'adapter à un contexte existant ou alors à un bâtiment existant chez vous, chez vos clients, chez vos prestataires, dans lequel on va avoir besoin de venir densifier du stockage. Et donc, pour densifier du stockage tout en maintenant et en garantissant une qualité de service, il faut aller chercher de l'automatisation en termes de stockage. C'est la même chose en termes de besoins, en termes de manutention, puisqu'aujourd'hui, le secteur recrute très fortement en logistique et en transport, et on connaît de plus en plus de pénuries sur les emplois d'entrepôt. Beaucoup d'efforts sont faits au niveau de la branche pour rendre attractifs les emplois. Malgré tout, on a du mal à recruter dans nos entrepôts. Et qui dit on a du mal à recruter, dit on doit limiter notre dépendance à la main-d'œuvre dans nos organisations. Et pour ça, là aussi, la réponse, c'est plutôt de faire appel donc, à de l'automatisation. C'est vraiment les deux points phares du moment. Et puis, la logistique est quand même un enjeu d'État, puisque donc, France Logistique 2025 a défini, a réalisé donc une conférence nationale et duplique actuellement donc ce document cadre, mettant en évidence la force attractive et humaine de nos métiers, la force du territoire et des réseaux, la force durable en termes d'environnement, avec un chemin qui est tracé vers la limitation de l'impact environnemental de nos activités logistiques. Et évidemment,
On pense à nouveau au e-commerce et à tous ces impacts de livraison dernier kilomètre, et propose la mise en place d'une stratégie nationale. Et là aussi, donc, l'automatisation vient en plein cœur des enjeux, puisque l'automatisation permet, à travers les technologies les plus récentes aujourd'hui, de limiter l'impact en termes notamment de consommation sur nos sites logistiques, que ce soit de logistique d'entrepôt ou logistique du site. Alors, vous avez l'habitude, si vous nous suivez régulièrement, on distingue, je distingue, quand j'analyse donc un besoin, la photo d'un côté, le film de l'autre. La photo, puisque c'est plutôt les flux, comment ça rentre, comment ça sort, quelles sont les différentes contraintes. Et puis donc le film, pardon, la photo, le stock, excusez-moi, le stock, donc avec figé à l'instant T, ou alors un stock 12 photos pour voir un peu l'évolution du stock sur l'année et ses besoins en termes d'évolution. Et puis le film avec les flux, ce qui rentre, ce qui sort, mais aussi les flux internes d'optimisation, les flux de préparation, les flux de réorganisation interne liés à des saisonnalités été-hiver par exemple. Et donc on a une double approche. Et cette double approche, elle est capitale, puisque on va à un moment donné devoir faire correspondre, coïncider les contraintes de flux avec les contraintes de stock, et on ne va pas organiser de la même manière un entrepôt de 50 000 palettes si tous les jours on entre et on sort 1000 palettes, ou si tous les jours on entre et on sort 18 000 palettes. Et donc, il faut qu'on fasse cet équilibre entre le stockage, l'automatisation du stockage et l'automatisation, donc la préparation de commandes. Et on va traiter, on va analyser des données dans le cadre d'une étude de faisabilité sur quelles sont les unités de manutention, quelles sont les unités de stockage, leurs dimensions, le support, les contraintes de bâtiment, les hauteurs, les surfaces, les contraintes ICPE qui arrivent de plus en plus. Et puis donc les contraintes liées au flux avec les rotations des produits, tout ce qui est délai accordé par les clients, par le marché, tous les canaux de distribution, puisque qui dit on ajoute du e-commerce à une distribution classique, grossiste ou distributeur, donc on devient multicanal, ce qu'on appelle multicanal. Et puis la fameuse customisation retardée, où on a des produits plutôt banalisés qui vont être complétés vraiment en dernière limite, en dernière minute, par un étiquetage spécifique, par un mode d'emploi d'une langue spécifique, par une contrainte légale liée à un pays ou à un autre, etc. Donc tout ça, on va le prendre en compte pour analyser donc nos besoins d'automatisation en termes de stockage, en termes de manutention et en termes donc, de préparation. Commençons, si vous le voulez bien, par la notion donc, de préparation de commande. Pourquoi la préparation de commande? Aujourd'hui, on vous propose donc cet élément statistique, cette table statistique qui est basée sur 10 clients Synco, petits et gros clients, et qui met en évidence qu'aujourd'hui, la moitié de nos effectifs d'entrepôt sont dédiés à la préparation de commandes. Donc, ce ratio, je vous propose de le comparer sur vos sites et de nous faire un retour si effectivement on est dans les clous, entre guillemets, par rapport à cette statistique dans vos activités. Mais c'est au même titre qu'on va retrouver ces fameux 80-20 dans les classes de rotation produit. On retrouve généralement ces 50% d'effectifs logistiques dédiés à la préparation donc, de commandes, ce qui n'est pas neutre quand on sait que aujourd'hui, le coût majoritaire d'une activité logistique, c'est bien évidemment la main-d'œuvre. Et donc, moitié de la main-d'œuvre est affectée à cette préparation. Alors, les avantages un peu et les faiblesses d'automatisation, évidemment, il y a un coût. Hein, on va avoir un investissement d'un côté, ce qu'on appelle le CAPEX, capital expenditure, et puis on va avoir à côté donc une diminution, on va attendre une diminution de la masse salariale, donc de nos coûts d'opération. Donc il y a ces notions de coûts et de retour sur investissement qu'il va falloir amener, évidemment. Par contre, on va diminuer, ce que je disais tout à l'heure, cette dépendance aux ressources humaines, aux besoins, aussi bien au quotidien qu'en termes donc, de réponse à des pics
d'organisation, à des pics d'activité, où on va limiter et on va pouvoir, un système automatisé, on va pouvoir le faire travailler peut-être sur 2 postes, sur 3 postes, avec un nombre limité d'opérateurs nécessaires en termes de surveillance et d'opération. Et puis, on va attendre de ce système qu'en termes d'efficacité, il puisse donc répondre à une amélioration donc, de la qualité de service qu'on va proposer donc, à nos clients. Une des limites des systèmes automatisés, et on va le voir, c'est que on va être obligé d'analyser vraiment les contraintes et les données physiques des produits, et on va être relativement limité, enfermé dans des typologies de produits. Alors quand je dis enfermé, le terme est peut-être abusé, mais si demain vous changez de tout au tout vos mix produits, vous faites évoluer des dimensions, vous faites évoluer des contenants, des contenus, etc. Il faudra se poser la bonne question, à savoir si le système qu'on envisage pour demain sera encore valable pour après-demain avec telle ou telle évolution. Alors, un tableau qu'on va retrouver aussi bien sur la partie préparation de commandes que sur la partie donc, stockage. Forcément, on va aller chercher quel est le type, je viens d'en parler, donc le type d'unité de manutention qu'on va vouloir automatiser. Quels sont les flux, quels sont les volumes, parce que évidemment, une équipe logistique de 22 caristes ou de 30 préparateurs de commandes sous réserve des contraintes de sécurité, de coactivité, des risques générés, on peut augmenter l'effectif, on peut aller chercher, s'il est disponible, on peut aller chercher des engins en courte durée pour passer les pics d'activité. Un système automatisé, on va pouvoir le dupliquer sur des pics, sur un nombre de postes supérieur. Par contre, on va lui demander aussi quand même d'assurer l'activité et de savoir préparer, présenter des produits, ranger des produits en temps et en heure par rapport aux heures de cut-off définies avec les clients et les réseaux de transport. Et donc, l'importance d'analyser donc ce besoin en termes de flux et de volume. La réponse sur laquelle on va parler aujourd'hui est une solution automatisée. Chez Simco, quand vous nous sollicitez pour une étude, on va plutôt vous proposer 3 alternatives. Une plutôt traditionnelle, pour la comparer avec la solution donc, la plus automatisée. On compare l'investissement de départ et les dépenses générées sur les 5 ou 10 prochaines années. Et puis, on aura également une solution mixte à vous proposer, puisque on n'est pas forcément, tout n'est pas forcément automatisable, et peut-être même les produits à forte rotation eux-mêmes ne sont pas systématiquement automatisés. Et puis derrière cette manutention, on va se poser la question donc, de savoir effectivement si à l'issue, à la sortie du système automatisé, si on a besoin de reprendre manuellement les produits ou si on peut laisser poursuivre un robot, laisser poursuivre un convoyeur et savoir à quel moment on récupère, à quel moment on a une rupture de charge, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'au colisage et à la dépose des colis sur une bonne gare de destination en fonction du transporteur et du réseau de transport. Donc la philosophie, elle est là. On est donc man's to good. Donc les personnes vont plutôt sur la préparation. Alors on peut avoir des systèmes qui sont automatisés, mais qui restent man to good et une consolidation manuelle derrière. Goods to man, c'est ce qu'on retrouve généralement. L'opérateur est fixe et donc les produits viennent à lui. Goods to robot, les produits vont sur un bras articulé qui s'occupe de manipuler et de manutentionner donc les colis et les produits. Le type de prélèvement, donc on va aller le chercher donc plutôt automatisé, hein, mais on peut aussi avoir une stratégie de vague de préparation. Généralement, ce sont les systèmes information associés donc au système automatisé qui vont avoir cette logique, ce logigramme et cette activité à travers le WCS de manière, et c'est leur force et c'est leur secret au même titre que la recette de Coca-Cola, pour aller optimiser donc les mouvements, les robots, les transstockers et autres systèmes donc en activité, de manière à pouvoir offrir la meilleure efficacité possible et le meilleur rendement possible dans le système.
Et il ne faut pas oublier donc le bout de chaîne. Qu'est-ce qu'on fait en termes de conditionnement, les systèmes d'emballage, système de tri, système de palettisation? Est-ce qu'on reprend manuellement? Quelle traçabilité on garde quand on a le colis avec une préparation dans les mains? Et puis donc pour aller jusqu'au bout et jusqu'à la partie donc le chargement expédition. Quelques exemples ici en focus et en macro sur donc les philosophies opérationnelles, donc la préparation de commandes. On retrouve en colonne donc le man's to good, le goods to man et le goods to robot. Et puis donc la première ligne est plutôt les systèmes traditionnels, manuels, préparateurs de commandes, shopper. Petit à petit, on rentre sur du goods to man avec donc des stockages rotatifs, verticaux, horizontaux, avec des étagères mobiles, avec des préparations à gare. Et puis donc les systèmes qui sont plutôt automatisés, avec des pitons assistés donc de convoyeurs. On le voit de plus en plus, des systèmes de tri, et puis donc des systèmes très dédiés, notamment sur la pharmacie comme Afram. Et donc, on n'oublie pas non plus que quand bien même les systèmes et la manutention sont automatisés, il faut pouvoir apporter aussi une valeur ajoutée à l'opérateur de manière à pouvoir lui faire gagner du temps, lui faire gagner en termes donc, de productivité et aussi et surtout en termes donc, de qualité de préparation, de taux de service, de taux d'erreur. Donc avec des systèmes donc, de voice picking, des systèmes de put to light ou pick to light, donc c'est des LED qui s'allument de manière à expliquer à l'opérateur où prendre les produits, où les poser. Tout ce qui va être meuble de ventilation, un peu donc tri postal, etc. Donc tout ça qui vont aider aussi, qui vont arriver en complément de ces systèmes automatisés. Ça veut dire qu'un investissement va consister à la fois dans le système en lui-même et à la fois donc, dans les outils, les aménagements de postes de travail, de manière à aller jusqu'au bout de la facilitation du travail pour l'opérateur. L'automatisation aussi, on le voit, donc on est ici sur des préparateurs de commandes, donc sur plusieurs niveaux, donc on est sur quelque chose de relativement manuel. L'automatisation aujourd'hui arrive avec des engins donc suiveurs, c'est-à-dire que l'opérateur est équipé d'un capteur et donc quand il vient changer d'adresse, son engin suit l'opérateur de manière automatique, sans avoir à monter dessus, sans avoir à le mettre en route, et il va s'arrêter au bon endroit de manière à pouvoir proposer donc un chargement efficace à l'opérateur. Les solutions man's to good, on connaît donc les solutions ici qui sont donc des étagères dynamiques assistées, on le voit sur la droite de l'écran, donc de pick to light ou de put to light ici, donc c'est plutôt du pick hein, puisqu'on vient prélever avec une quantité limitée et un code couleur, donc l'opérateur sait qu'il vient prélever et donc l'automatisation ici est amenée par une notion de gare, c'est-à-dire que c'est le colis qui arrive, qui stationne à une gare, on indique à l'opérateur qu'est-ce qu'il doit mettre dessus et puis le colis dedans, qu'est-ce que le colis repart, la gare suivante, l'opérateur suivant, on lui indique ce qu'il faut mettre à l'intérieur, donc on peut faire des circuits dans l'entrepôt, plus ou moins long. Et donc, tout ça va ensuite être consolidé au moment d'un poste donc de conditionnement final. L'automatisation, toujours en goods to man ici. Nous avons donc les étagères rotatives horizontales, on peut appeler ça carrousel aussi, horizontales ou verticales, hein, puisque on verra qu'on a les deux technologies qui sont disponibles. Ici, donc, on a des produits qui sont dans des systèmes donc, de paniers et donc qui font donc des boucles. Et on a ici donc un port de travail par panier. Ça veut dire qu'on peut être amené à consolider une commande avec différents ports de sortie de l'outil, sauf à avoir une zone de consolidation avec donc une notion de convoyeur qu'on peut mettre et associé en côté. On est ici vraiment sur du petit colis, hein, évidemment sur de la petite charge en termes de préparation. On est ici sur des solutions donc, de préparation en gare à palette, c'est-à-dire que on a une notion de volume un peu plus conséquent, de palettisation, et c'est plus le colis qu'on déplace, c'est plutôt la palette, de manière à faire pour assurer des prélèvements et assurer donc une palettisation
là aussi, on est plutôt sur un process donc Flux-Human, hein, puisque l'opérateur est fixe et attend donc l'arrivée donc de la palette sur le site. On reconnaît ici une illustration donc qui est basée sur l'une de nos simulations de flux, puisque nos outils de simulation à la fois servent à valider une solution à travers tout un panel de paramètres où on vient reconduire donc une organisation existante donc de manière totalement digitale. Et puis donc à la fois donc on a cet outil 3D où on vient et on aura un webinaire consacré à la simulation de flux prochainement. Donc on vient donc assurer cette représentation 3D et observer quelle est la solution qu'on va mettre en place et qu'on va proposer donc à nos clients. On a ici donc, j'allais dire indépendamment des systèmes qu'on met au bout, donc un système donc de préparation donc à gare, donc avec des caisses ici qu'on vient renseigner. On est en bout de chaîne, donc soit avec une étagère mobile, soit avec des systèmes derrière qui peuvent être des systèmes donc de mini-nodes ou autres, où le système automatisé présente donc des paniers, des bacs avec des produits qu'on vient prélever pour mettre dans une préparation finale. Des gares de prélèvement, évidemment, hein, qu'on peut avoir également. Et ça, c'est quelque chose qui est important, hein, puisqu'il faut aller vraiment jusqu'au bout et aménager de manière efficace les postes de préparation. Point de vigilance aussi sur ces aménagements. Il faut vraiment gérer de la rotation et des conditions de travail des opérateurs, puisque les opérateurs, effectivement, ne bougent plus, vont économiser des pas et des kilomètres à faire dans un entrepôt. Par contre, vont être sur un poste fixe. Et donc, il est conseillé de changer régulièrement l'attribution des postes au fil de la journée pour ces mêmes opérateurs. On a ici des concepts de prélèvement qui nous permettent d'aller chercher soit des cartons, soit des bacs. L'image de droite montre qu'on peut avoir des produits qui sont soit sur des plateaux, soit dans des bacs plastiques qui nous permettent d'aller prélever directement des cartons plus ou moins lourds, plus ou moins petits, plus ou moins denses, et donc avec des systèmes qui vont respecter, avec des fourches autoréglables, qui vont respecter donc l'intégrité des colis et qui vont permettre derrière, par un sens précis donc, de prélèvement, d'aller garantir et assurer la palettisation la plus optimisée possible. En termes d'aide d'outils, d'aide à la préparation de commandes, donc on a donc ces prélèvements donc en pick to light qu'on trouve beaucoup dans les domaines du petit colis, de la librairie, de la pharmacie, de la cosmétique et d'autres évidemment, maintenance aussi beaucoup, les détachés. Le voice picking qui permet donc d'avoir les mains totalement libres pour l'opérateur. Les lunettes qui commencent à arriver, mais avec une entrée discrète dans les entrepôts, les meubles de tri dont on parlait tout à l'heure, et puis des chariots, je veux dire connectés, qui permettent d'identifier et de faire donc des préparations multicommandes, sans forcément faire une vague de préparation dans laquelle on va tout prélever et ensuite seulement préparer et dispatcher les colis en fonction des préparations. Mais ici, donc, on peut avoir directement les préparations, on prélève le colis et on met la préparation au bon endroit pour avoir à l'issue de la rotation 5, 6, 7, 8, 12 commandes qui sont prêtes à être, alors soit à être reconditionnées, soit à partir où on ferme le colis si on est dans un process donc, de ce qu'on appelle le pré-colisage, c'est-à-dire qu'avant de démarrer, on sait dans quel colis on va mettre le produit. On peut ici avoir donc des prélèvements en couche avec des notions de robots. Hein. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par la grande distribution, dispatcher donc des palettes en couche produit, donc avec une grande productivité puisqu'on ne prend plus les colis un par un, mais on prend donc avec des systèmes de pince ou de ventouses donc on prend toute la couche produit et on peut ainsi faciliter donc la partie manutention.
optimiser le transport, par exemple, en ayant des palettes de 2,70 m qui touchent quasiment le plafond de la SMI. Et puis derrière, venir peut-être les couper en deux pour que les produits soient accessibles directement par des opérateurs ou pour pouvoir optimiser des rangements et avoir des rangements uniformes, par exemple, en termes de contraintes de stockage. Ici, donc, on est sur des robots ce qu'on appelle anthropomorphes, hein, puisque donc, ce sont des robots donc, multi-axes qui vont pouvoir venir avec un système donc, de bras prélever des produits d'un côté, les déposer de l'autre, etc., avec une vitesse assez extrême et synchronisée avec la vitesse d'avancement donc, des palettes et des produits donc, ou des colis sur les convoyeurs en parallèle. Un exemple ici de processus totalement automatisé avec la dépalettisation, du stockage automatisé avec un mini-load par exemple, et puis donc toute la partie sélection, prélèvement, palettisation robotisée, et puis donc la partie expédition. Et des robots qui sont de plus en plus à la pointe avec des systèmes qui permettent soit par ventouse, soit par des doigts, d'avoir une capacité qui monte jusqu'à 2400 pics à l'heure aujourd'hui. Donc, on est sur quelque chose qui est très puissant et qui peuvent suivre l'avancée des colis, des bacs sur un convoyeur. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas un bac pour prendre 3 colis dedans. Le bac continue à circuler et c'est le robot qui s'adapte pour aller chercher assez rapidement donc, le produit qui va bien, avec de l'intelligence visuelle également, hein, puisqu'on a de plus en plus de caméras qui viennent donc analyser les situations et donner les ordres au robot pour les notions de prélèvement. Si on parle maintenant d'automatisation de stockage, l'idée c'est quoi évidemment en termes d'avantages, hein, c'est d'économiser toujours sur le personnel, d'optimiser de la surface, hein, puisque aujourd'hui les contraintes de stockage de l'entrepôt, c'est bien les allées de circulation avec des engins, plus ou moins avec des allées plus ou moins larges en fonction du type d'engin. Mais plus on fait des allées étroites et moins on a de productivité. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, on minimise ces notions d'impact de surface. Alors, j'allais dire sans valeur ajoutée, si on parle en termes d'amélioration continue, même si on a quand même une valeur ajoutée d'arriver jusqu'au produit. Et on va se poser donc la bonne question pour arriver donc à toucher les bons produits, les bonnes palettes, réduire là aussi donc l'impact par rapport aux ressources, et puis donc augmenter la flexibilité, les plages de fonctionnement, etc. On retrouve les mêmes avantages, j'allais dire, et les mêmes contraintes que l'automatisation donc de la préparation de commandes. On se repose là aussi la question hein, sur le besoin logistique avec les types d'unités de manutention, puisqu'on va raisonner là aussi différemment charge lourde, charge légère. On va donc avoir donc une analyse à faire sur les flux, les volumes, sur le nombre de références à gérer, sur les stockages, sur la traçabilité, sur la gestion de FIFO ou de FEFO, first expired, first out, hein, le premier qui expire hein, par rapport à des contrats dates. On peut avoir une notion de gestion et de contraintes de numéro de série, on peut avoir la gestion de numéro de lot. Une taille des lots va être prépondérante pour aller calibrer un système de densification donc de stockage, puisque si on est sur des couloirs de stockage de 15 palettes et que tous les lots font systématiquement 18 palettes et qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas stocker plusieurs lots dans une même travée, ben ça veut dire qu'on va utiliser la capacité de 30 palettes pour aller stocker 18 palettes. Donc, on va perdre quasiment 50% de surface de notre entrepôt et c'est vraiment pas là l'intérêt qu'on va chercher. Donc, au contraire, hein, c'est dans la partie automatisation. En termes donc, de réponse, on va parler de solutions automatisées et puis donc on a un stockage qui va être soit sélectif, soit densifié par rapport à la technologie. Sélectif, puisque je parlais tout à l'heure de l'eau, sélectif, on doit pouvoir toucher toutes les références puisque on est sur peut-être des petits produits ou des petites séries et donc un nombre assez important de références. Donc il faut qu'on puisse accéder rapidement à toutes les palettes en simultané.
densifié. Si on est sur des lots de 18, 20, 30 palettes, ben, il faut qu'on ait une palette, celle qui va respecter les contrats par rapport aux expéditions à la préparation de commandes. Il faut qu'on touche cette palette-là et les 17 autres vont arriver dans la foulée, mais n'ont pas besoin d'être visibles à l'instant. Donc, si on parle en termes de charge volumineuse, hein, donc on a ici donc ces unités de manutention, hein, la palette sur laquelle on met des colis, des sacs, des big bags. Attention à la stabilité des produits quand on parle d'automatisation et stockage. On est ensuite sur des cuves, on est sur ce qu'on appelle les palcones, hein, qui sont donc des cuves qui sont dédiées à des mélanges par rapport à aux activités donc, des clients. On peut avoir des caisses qui sont empilables, on peut avoir des caisses avec différents rangées, différentes hauteurs, etc. Donc, on va bien prendre en compte évidemment à la fois le gabarit, à la fois donc la dimension, les capacités pondérales, mais aussi la manière dont on peut manutentionner donc les palettes. Est-ce qu'on est avec des fourches, ce qu'on appelle des fourches ouvertes ou fermées, en termes donc d'entrée dans les palettes, monosens ou double sens notamment. Même topo que pour la préparation de commandes, on va se poser la question par rapport à un niveau d'automatisation et puis un stockage sélectif ou densifié, avec du paletier traditionnel, avec du tri directionnel qui vient donc optimiser l'empreinte de surface, avec donc les solutions automatisées en haut et puis donc les solutions donc, qui viennent plutôt densifier où on va retrouver à la fois donc on va retrouver beaucoup de capacités de stockage à accumulation, mais on va le voir avec une technologie qui nous permet quand même de ne pas emmener un cariste dans un couloir drive-in, par exemple. Voilà, alors le chariot rétractable aujourd'hui qu'on connaît bien, ou le gerber, hein, sont des outils qui peuvent être équipés donc, de systèmes donc, de laser, de radar, de guidage, de manière à pouvoir gagner du temps et de la valeur par rapport au rangement des produits et à la récupération donc, des produits. Pas question ici de faire de la préparation de commande, hein, mais il est bien question de déplacer un produit d'un point A jusqu'à point B, soit pour le rangement, soit pour le mettre à disposition donc d'un service de l'entreprise. Ici, on est donc sur du VNA, donc du chariot tridirectionnel, donc allée étroite, qu'on connaît aujourd'hui facilement avec des conducteurs et qui peuvent être donc ici, on le voit, donc sans poste du tout de conduite et qui va nous permettre donc là aussi de gagner par rapport aux opérateurs. On va retrouver exactement les mêmes contraintes qu'un tridirectionnel en version cariste, avec l'idée que c'est des engins qui doivent rester dans les couloirs, qu'on va éviter de faire passer d'un couloir à un autre, qui vont pas pouvoir aller ailleurs, ils restent dans leur zone, ça veut dire qu'on a un point d'échange en tête d'allée, et donc on va doubler quelque part du matériel. Alors on peut le poser au sol, on peut le poser sur des convoyeurs, etc. On peut adapter en tout cas des situations évidemment selon les besoins des clients. Ici, on est sur une double innovation automatisée, puisqu'on est à la fois sur un gerber, donc AGV, autoguidé véhicule, donc qui va être autonome. Et puis, donc, à la fois, donc, il va pouvoir rentrer dans ces racks à accumulation. Mais on est aussi sur des produits qui viennent soit qui rentrent dans les racks à gauche, soit qui se limitent de la première travée, la première palette d'accès du couloir, comme on le voit ici à droite, où on va venir poser les palettes sur une navette, et c'est la navette, ce qu'on appelle shuttle, hein, voilà, qui est la traduction de navette en anglais, donc qui va emmener la palette au fond et venir devant récupérer la suivante. Et au même titre, quand on va rappeler une palette, c'est la navette qui va aller la chercher dans le couloir de stockage et qui va la ramener donc soit un opérateur, soit un système donc, automatisé devant. L'avantage ici, c'est qu'on peut gérer différents mix-palettes et on peut gérer différentes références ou différents lots de produits en fonction des couloirs, puisqu'on n'est plus obligé de rentrer dans le couloir comme l'illustration de gauche pour aller donc chercher donc
cette palette où on est obligé d'avoir la même caractéristique pour toutes les palettes sur toute la hauteur donc, des différents couloirs. On est ici sur un transstocker qui correspond à l'équivalent mini-load sur des colis. Un transstocker donc, qui va se balader ou travailler donc, dans son couloir donc, dédié, à la fois donc, en hauteur, à la fois en profondeur, avec une interface donc, de convoyeur en phase d'allée, avec une spécificité ici qui est très bien gérée par ces transstockers, c'est la notion de double profondeur. Je vous parlais tout à l'heure de la perte d'espace liée aux allées de circulation. Quand on est sur un transstocker double profondeur, on diminue par 2 cet impact de perte d'espace et on va vraiment densifier du stockage, comme on peut le voir ici sur l'illustration de gauche. Et on peut avoir du transstocker multiprofondeur avec un système de shuttle. C'est exactement le même système dont on parlait tout à l'heure sur la rack, donc la accumulation, avec ici donc une seule allée de circulation et donc on peut aller jusqu'à des profondeurs assez conséquentes, aussi bien à gauche qu'à droite. Et c'est le transstocker qui va gérer, qui va faire en sorte de pouvoir déplacer la navette shuttle quand il y en a besoin, puisqu'il est hors de question de positionner une navette de shuttle par rack ou par niveau et par travée. L'investissement serait juste insupportable et insurmontable pour l'entreprise. On est ici sur de la shuttle bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a des navettes qui ont en tête ou au fond de structures de rack, donc des possibilités donc de faire du transversal avant d'entamer donc une entrée donc dans un rack, c'est-à-dire qu'on gère à la fois la hauteur, on gère à la fois des multi-allées et à la fois donc la profondeur des produits. Ce qui là aussi ramène des choses assez intéressantes en termes de densification du stockage. L'automatisation des charges légères cette fois, donc le colis, le bac, qu'on rencontre généralement, on rencontre du bac 40 par 60 cm avec différentes hauteurs possibles. L'automatisation des produits donc sur cintre également. Même approche toujours, la solution la plus traditionnelle, la plus automatisée, avec un stockage du plus sélectif au plus densifié. Ce qui va nous intéresser ici, c'est donc les systèmes automatisés. On est ici sur un système d'étagères mobile, c'est-à-dire que les produits sont stockés dans des étagères et c'est donc un robot qui va récupérer l'étagère avec le bon produit, animé donc par le WCS du système et qui va donc ramener ces étagères au niveau d'un opérateur de manière à pouvoir ici venir, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit, ici venir donc récupérer donc les produits dans l'étagère, bien souvent équipés d'un système de put et put to light. Et donc le temps que l'opérateur prenne le produit, aille le mettre dans un des bacs, donc il est ici en train de préparer de 4x4, 16 commandes possibles. Le temps qu'il mette son produit dans son bac, le robot aura évacué donc l'étagère sur laquelle on vient de prélever, sauf s'il y a d'autres produits à prélever sur la même étagère, et aura présenté l'étagère suivante. Et donc ici, on est sur une densification très importante de la surface. Alors, on est sur des hauteurs limitées puisqu'on est sur des hauteurs d'un étagère, mais on commence à voir arriver des systèmes d'étagères beaucoup plus hautes avec des systèmes de robots en hauteur qui descendent du bac également. Et ça, c'était parmi les innovations présentées au SITM cette année. Ici, je vous propose donc l'étagère, le carrousel donc vertical dont on parlait tout à l'heure. Alors, on est à la fois sur la densification des stockages, à la fois sur l'aide sur la partie préparation de commande. Donc ici, on va plutôt exploiter la hauteur d'un bâtiment avec une emprise relativement limitée au sol. On parle de mini-load ici, donc sur les étagères, donc sur les charges légères. Donc là aussi, généralement des bacs 40 par 60, avec différentes hauteurs en fonction donc du nombre de têtes qu'on peut avoir sur la manutention des bacs. Des vitesses qui vous sont données ici. Donc, on est sur des produits qui sont très performants et toujours évidemment avoir donc associé donc ici à des convoyeurs qui vont permettre d'emmener le bac au bon opérateur. C'est celui qui prépare la bonne commande
par rapport au prélèvement. Quand on parle de ces solutions donc, de type mini-load par exemple ou autre, il ne faut pas oublier que, OK, on gagne du temps en termes de préparation de commandes. Hein, quand on a des lead times qui se resserrent de plus en plus, on peut se permettre ici d'avoir ces systèmes. Il ne faut pas oublier par contre que en amont du process, il faut remplir ces bacs, c'est-à-dire soit on reçoit des quantités qu'on met directement dans les bacs, soit on reçoit des quantités qui sont sur palettes. Il va falloir gérer les palettes et puis gérer du réapprovisionnement de bacs. Hein, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, il ne faut pas négliger dans un process et dans une analyse. Alors, je vois l'heure qu'avant, j'accélère un petit peu. Donc ici, on est sur une notion, donc ce qu'on appelle le multi-shuttle. Hein. On est sur du simple ou la double profondeur avec donc un certain nombre de niveaux qui sont desservis par la même navette. Et donc, c'est un système qui nous permet là aussi, c'est un peu l'équipe. On peut le comparer au mini-load, la technologie est un petit peu différente, mais on arrive à avoir ici des cycles donc, de 600 cycles à l'heure en élévation. Et donc, le shuttle en lui-même, 50 cycles par heure, donc on est plutôt pas mal. Ici, c'est la navette hein, qu'on va déplacer sur un ascenseur pour aller mettre donc, en bas niveau, contrairement à un mini-load qui va correspondre plutôt à un petit transstocker. Une solution très densifiée donc de stockage plutôt en pile, hein, avec donc la solution AutoStore donc, qui porte le nom de son créateur et voilà de son entreprise puisque aujourd'hui donc ce sont donc des robots qui viennent circuler au-dessus d'une grille et qui viennent donc prendre des produits qui sont en profondeur sur un bac, donc déplacer peut-être 4 bacs, les mettre dans une autre colonne pour arriver au 5e et le faire glisser donc sur un port de sortie ou d'entrée s'il faut un remplissage. Là aussi, on est sur des bacs qui font en général donc 40 par 60 en dimension utile, avec donc plusieurs hauteurs de bacs. Et là aussi, un système qui va être peut-être limité en hauteur, puisqu'on ne peut pas faire des piles donc, indépendamment, des piles trop hautes. Et puis, donc, on va avoir une contrainte, entre guillemets, une réserve technique à avoir au-dessus, puisque il faut positionner les bacs, les robots, il faut pouvoir aller les récupérer quand il y a besoin. Du stockage sur cintre hein, qu'on retrouve dans différents entrepôts en fonction de différentes activités. Alors ici, on voit sur cintre et de côté gauche, on voit sur pochette, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir du vêtement, mais on peut avoir donc des produits sur pochette qui viennent aussi faciliter cette notion donc de préparation de commande, puisqu'on est sur un équivalent, j'allais dire, de rucher de préparation. Où on peut présenter la même pochette à plusieurs opérateurs pour compléter une commande qui, à l'issue, sera intégrale dans cette pochette sur le poste de colisage. Voilà, très très rapide, hein, puisque parler de des systèmes d'automatisation, aussi bien en termes de stockage que de préparation, en une demi-heure de temps, c'est juste un peu n'importe quoi. J'espère que vous aurez eu les principaux éléments. Évidemment, on reste à votre disposition, mais ce qu'il faut bien penser une fois qu'on connaît un peu les différents systèmes du marché, c'est cette notion de gestion de projet. N'hésitez pas à faire appel à un cabinet conseil, n'hésitez pas à faire appel à Synco Consulting pour gérer votre projet. Aujourd'hui, à peu près 40% des entreprises font appel donc, à un cabinet conseil pour gérer ce genre de projet. 15% le font en direct avec des fournisseurs. Vous allez rencontrer un fournisseur, forcément, il va vous donner les avantages de son système, il va vous dire que c'est le meilleur. Nous, en cabinet conseil, on va plutôt comparer différentes technologies, différents scénarios et avoir une approche à la fois tarifaire, une estimation budgétaire et à la fois une approche sur j'allais dire, les avantages et les inconvénients des différents systèmes comparés entre eux par rapport à vos activités, par rapport à vos flux, par rapport à la typologie de vos produits. On saura vous aiguiller sur plutôt le meilleur équilibre, la meilleure solution. Alors, les risques d'une mauvaise approche quand c'est un projet comme ça, c'est de penser de manière très, très fermée sur un site sans forcément aller voir qu'est-ce qui se passe en aval et en amont. C'est
de ne pas bénéficier donc d'expérience externe, de vision hein, de ce qui se fait sur le marché. C'est de baser plutôt la solution sur ce que vous avez en tête et vos habitudes plutôt qu'avoir une vraie démarche qui élargit et qui analyse l'activité. Et puis, c'est peut-être de ne pas aller chercher d'innovation ou alors d'être obligé d'innover donc sous contrainte. Alors oui, il y a un coût supplémentaire à aller chercher un cabinet conseil, mais ça apporte une garantie et les courbes se croisent facilement dans le temps, puisque en connaissant les coûts du marché, en connaissant les pièges à éviter, en ayant une approche complète et intégrale, aussi bien flux physique que flux d'information, on saura vous amener vers la meilleure solution et vers la maturité le plus rapidement possible. Notre offre consiste sur d'abord en une étude de faisabilité, de manière à aller élaborer différents scénarios, comme j'ai pu vous l'évoquer tout à l'heure. Et puis donc on a une offre qui nous permet aussi de vous accompagner dans la sélection du meilleur scénario, donc avec l'analyse du projet détail, où on va vraiment très en profondeur et on va jusqu'à la rédaction des cahiers des charges, qui vont nous permettre derrière de vous accompagner sur la phase d'achat avec vis-à-vis des fournisseurs, donc gestion d'appel d'offres. Et puis on sait vous accompagner également à la fois sur la mise en œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est donc le test du système, projet de construction, etc., jusqu'à la mise en place sur site. Avec donc la partie formation des collaborateurs, avec la validation que le produit commandé correspond bien au produit acheté en termes de cadence, en termes de capacité, en termes de structure, etc. Et puis donc, on sait aussi mettre les bonnes ressources par rapport aux choix technologiques, par rapport à des compétences, par rapport à l'équilibre à avoir entre le manuel, l'automatisation, le mix, de manière à pouvoir exploiter pleinement donc l'investissement donc qui va être constitué par rapport donc à cet investissement. Les différentes étapes, hein, l'identification, l'analyse, le développement de la solution, la solution avec sa validation, où on peut avoir donc, une notion de simulation de flux aussi, et puis donc cette partie donc, de contrôle. Je passe rapidement puisque je vois l'heure qui avance. Ici, un focus sur l'étude de faisabilité. Donc, vous aurez le document évidemment à l'issue du webinaire. Donc, qui consiste à collecter les données, à développer les solutions alternatives et à aller chercher, donc à travers à la fois une estimation du retour sur investissement, à la fois donc l'analyse critique ou avantage des différentes solutions, d'identifier vraiment, vous aider à identifier la solution optimale et à rédiger donc ce document final qui va vous permettre donc de choisir la bonne solution, la meilleure des solutions. La gestion du projet est importante aussi. Et il y a un sponsor dans votre entreprise, quelqu'un qui va pousser. C'est pas le cabinet conseil seul qui va avancer, mais c'est bien en équipe qu'on va avancer ensemble sur la définition de vos besoins et sur l'aide à la sélection de la meilleure solution, du meilleur intermédiaire. Alors pour aller plus loin, gardez bien cette date qui vous sera confirmée dans les prochains jours. Nous vous proposerons une journée dédiée à l'automatisation du stockage, la préparation de commandes, avec des témoignages clients. Le 17 juin, ce sera à Lyon, en plein cœur de Lyon. Gardez bien, mettez bien une croix, réservez cette date. Vous recevrez une invitation pour participer à ce workshop. De manière à pouvoir, et d'une, se rencontrer, puisqu'un monologue derrière une caméra, c'est bien, mais ça a certaines limites. Et puis, donc, pouvoir développer et prendre le temps à la fois de vous expliquer la démarche de notre cabinet, à la fois de rentrer beaucoup plus dans le détail, alors avec des supports qui vont ressembler à ce que vous venez de voir, mais beaucoup plus détaillés par rapport aux différents systèmes, d'être plusieurs à répondre à vos questions. Et puis échanger par rapport au projet et encore une fois bénéficier donc de témoignages de clients.
Voilà, j'en ai fini pour ma part à présenter donc ce premier webinaire de l'année 2022. Vous avez ici mes coordonnées. N'oubliez pas de garder donc en mémoire cette date du 17 juin. C'est bientôt, c'est dans un peu plus d'un mois. Et maintenant, place à vos questions. J'espère que vous avez pu poser des questions. N'hésitez pas en tout cas à les saisir. Moi, je vais me charger d'aller voir si vous en avez posé. Où sont les questions? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir accès à vos questions. Valentina, je ne sais pas si tu m'entends, mais je n'ai pas accès aux questions. Ce qui est embêtant. Alors, 15 petites secondes, j'espère avoir bientôt accès aux questions. Pour l'instant, le système ne le donne pas. On vit une époque moderne hein, avec le système d'information. Bien, alors, je vous propose, on va mettre fin au supplice et à ces blancs dans ce webinaire. Vous avez sous les yeux mon mail, vous avez sous les yeux mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, envoyez un mail ou appelez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais pour l'instant, malheureusement, je ne suis pas sûr de pouvoir accéder à vos besoins et je vois que petit à petit, vous êtes en train de vous déconnecter, ce qui est normal. Mais j'ai bien peur que je sois dans la possibilité de répondre à vos attentes. Pas de questions? J'ai pas accès aux questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me contacter. Je suis confus pour ce petit souci technique. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur cet outil. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain webinaire qui, si je ne m'abuse, est planifié dans 2 semaines. Je vous donne rendez-vous pour le workshop de Lyon, donc le 17 juin. C'est une journée qui va être intéressante, qui va être intense. On vous accueille sur une journée, on développe la thématique témoignage client le matin, témoignage client l'après-midi, un moment convivial ensemble le midi. N'hésitez pas donc à vous inscrire dès qu'on sort le document d'invitation qui va bien.
Bien, alors voilà, j'ai comblé un maximum. Je n'arrive pas à voir les questions. Je vous souhaite une agréable journée, un très bon week-end. Euh, à très bientôt, en espérant que ce webinaire vous ait donné quelques ouvertures, quelques axes de réflexion. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. À très bientôt. Merci. Au revoir.